Marceau, le soir, avec Marceau. Radio X. Spécial automobile ce soir avec notre chroniqueur automobile Matt Thomasin qui vient tout juste d'arriver. Comment vas-tu, cher ami? Je prends place à bord. Écoute, t'es parti en Lyon? Oui, monsieur. On n'avait pas une grosse pause. Ben non. Le temps de se parler quoi? 15 secondes? 20 15 secondes. Je te dirais que c'est la préparation moyenne qu'on fait pour nos chroniques automobiles. Oui. 15 secondes. Oui, puis avec Laurence, j'ai jamais eu une réunion de plus de 3 minutes. Parle-moi de ça, des gens efficaces. Moi, il n'y a rien de pire qu'une réunion qui s'éternise après une heure, puis là, tu parles de la pluie, du beau temps, puis il se passe absolument rien, puis tu sors de là, puis tu te dis, coudonc, on a-tu appris quelque chose? On doit-tu faire quelque chose? Tu regardes ton pad de notes, il est vide. 15 secondes, efficacité totale. Ouais. Ça, quand on travaille en entreprise, là, il y a des chefs d'entreprise qui prennent pas conscience. T'sais. Les chefs d'entreprise te demandent d'être performants, mais des fois, ils te calent en réunion, puis ils ont comme rien à te dire. C'est comme juste pour échanger puis te donner de l'information qui, eux, jugent hyper pertinente, mais toi, ça te touchera jamais, là. Mais là, en entreprise, c'est quoi la mode? Les revues verticales. C'est quoi ça? Donc, au lieu d'avoir des réunions, disons, les hauts dirigeants, qu'on va décider pour nos petits employés, tu sais, ceux-là qui mettent le sel sur des biscuits soda, là. Donc, c'est plutôt le contraire. Donc, on va commencer avec les réunions d'employés et après, ils informent leur boss des complications ou encore des mauvais ou des bons coups de la journée. Ouais. Le boss amène ça au directeur et le directeur amène ça au PDG. Donc, l'information part d'en bas et monte en haut. Ça, c'est ce qu'on appelle la revue verticale. C'est quand même assez efficace parce que ça donne enfin un genre de pouvoir, d'implication au niveau vraiment des employés qui parfois effectuent des tâches que le grand PDG n'a aucune idée de ce qu'ils font. Mais en réalité, ils sont extrêmement importants. Parce que sur les biscuits soda, qu'est-ce qui est bon? C'est le sel. Écoute, j'avais participé à une formation. Tu sais, chaque entreprise doit dépenser un certain pourcentage pour ce qui est de la formation de ses employés. Oui. Je pense que c'est 1%. Si tu l'utilises par année, pas, annuellement. Si tu l'utilises pas, tu dois le donner au gouvernement. Fait que les entrepreneurs essaient le plus possible de l'utiliser parce qu'ils jugent que c'est pertinent pour leurs employés. Et dans certains cas, ils ont raison de le faire. J'avais participé, moi, à une séance où on a reçu un gars. On était tous des directeurs de bureau, puis on reçoit un gars qu'on dit consultant. Tu sais, les gars qui ont des lunettes en bois, là, tu sais, avec des montures en bois. OK. Et la dernière technologie Apple. La coupe de cheveux, tu sais, tout comme par en arrière, lustrée. Ils sont véganes. Bref, ils sont très tendance. Avec les souliers qui vont avec les lunettes en bois. Et ils conduisent une coccinelle. Et oui! OK. Bon. Le gars s'était présenté devant nous autres pour nous donner des cours de gestion, mais pour la plupart, écoute, je connaissais les gestionnaires qui étaient là, on était tous beaucoup plus expérimenté que le gars. Le gars était rendu à sa 3e formation à vie. Là. C'était un nouveau consultant qui s'était trouvé un contrat pour une entreprise, puis il était devant nous, puis ça en était gênant. Des trucs de base que tu peux apprendre dans la vente ou au niveau du contrôle de la qualité dans l'entreprise, comment gérer un employé difficile et tout ça. C'était toutes des affaires de base. Ouais. On s'est tapé ça pendant 2 jours de temps. Et je veux juste te dire que quand t'es consultant là, ou motivateur, parce qu'il y a des entreprises qui prennent des motivateurs. Coach aussi, le terme est populaire. Ça veut pas dire que t'as réalisé de grandes choses. Là. C'est juste que toi, tu t'es fait engager dans une entreprise où, bon, ils engagent des consultants pour certaines affaires, puis là, ils te louent à une autre entreprise, puis là, l'entreprise, ça nous a coûté 8000 $ pour 2 jours. Pour ce gars-là, avec des montures à lunettes là, en bois. Là. Puis là, il n'y avait pas de petit cocktail à la fin de la journée ou quoi que ce soit là, sur ton 8000. Il n'y avait rien. Puis quand j'ai dit à ma boss, mais j'ai toujours une bonne relation avec mes patrons, et j'avais dit à ma boss, honnêtement, l'an prochain, si c'est la même chose, dérange-moi pas. Parce que moi, tu me fais perdre 2 jours dans ma job. T'sais, tu me demandes d'être performant, tu me demandes... productivité. Pour revoir des choses que tu connais parce déjà. Que les boss, ils te demandent d'être performant, ils te demandent des chiffres, mais il t'hypothèque 2 jours à te donner un gars qui mais il en sait pas, il sait pas 10% de ce que toute l'équipe de directeurs sait. C'est juste bizarre, là. Puis les motivateurs, tu sais, quand tu creuses un peu, tu t'aperçois que, tu sais, bien souvent, ils sont devenus motivateurs parce qu'ils étaient plus capables de faire la job qu'ils faisaient avant, là. Ils étaient plus motivés dans leur propre job. Ils ont été en arrêt de travail pendant 13 mois. Ils ont lu des livres, là, de certains gourous, puis là, tout d'un coup, clic, moi, je suis devenu motivateur, puis je donne mon nom à tout le monde. Ou encore, ils lisaient 1 millier de belles pensées sur Facebook, hein. Oui, des citations. Il était abonné. Ouais. Oui, sûrement. Ben, quand t'es abonné, il n'y a pas de choix, là. Surtout si tu dates de ce temps-ci, si tu vois un gars, là,
avec juste des belles pensées sur son Facebook. Fuis. Ça va pas bien, OK? C'est mélangé dans sa tête. Mais Jay, c'est pas un gars pour toi. Non, merci pour les conseils dating. C'est tellement vrai. Il a tellement raison. Non, mais... Go fille, en passant. Go fille. Si vous allez faire un tour sur les réseaux sociaux, puis vous regardez sur la page de la personne que vous convoitez, puis il y a des citations genre un jour, elle comprendra » ou... C'est pas vraiment une citation, ça? C'est quoi, non, la populaire il ne te mérite pas parce que je sais pas trop quoi. Sèche tes larmes, si toi ta aussi, fierté restera ta plus belle arme. Des trucs comme ça, là. Ouais, tu vas à dater puis c'est écrit, le genre comme citation, si toi aussi, il t'a laissé sans savoir la personne que t'étais réellement, partage. Un chat à la fois. Un chat à la fois. Fuyez. Hey, cette semaine, dans la chronique automobile, on invite les gens, si vous voulez avoir des conseils concernant un véhicule que vous avez, que vous convoitez ou un véhicule que vous voulez vendre. Numéro de téléphone, toujours la même chose, 670-9098, 1-877-440-2464. Nouveauté maintenant, vous pouvez nous écrire par texto, donc 418-670-9098, ça fonctionne. Courriel, live@radiox.com ou encore notre page Facebook Marceau Soir. Cette semaine, tu nous parles d'un véhicule magnifique qui s'appelle le Ford Raptor. Oh que oui! J'ai eu la chance d'essayer ce véhicule-là, puis c'est drôle. Justement, j'avais un autre petit tournage de planifié tantôt là, dans un garage, puis la personne avec qui je travaillais m'a dit « Hey, comment ça, tu m'as pas appelé pour essayer ce véhicule-là? » Parce que malheureusement, si j'appellerais tout le monde qui veut essayer un Ford Raptor, je crois que je deviendrais une téléphoniste à temps complet. Ouais. Ça n'aurait aucun sens. Pourquoi ça attire le Ford Raptor? OK, parce que c'est un véhicule, comment je te dirais, chaque grand manufacturier ont un peu leur vaisseau amiral. OK, ont leur véhicule soit de performance, soit de luxe grandiose, ou encore tout simplement que ça coûte très cher obtenir ce véhicule-là et c'est en édition limitée. OK? Et Ford, c'est le manufacturier qui vend le plus de camions. Fait qu'il devait, de son côté, trouver un camion qui se démarquait un peu, qui allait littéralement faire trembler la compétition. Et je pense qu'on a réussi avec le Raptor. En passant, Ford a pas juste ça comme véhicule de niche, là. On peut penser à la Ford GT, qui est vraiment là, la voiture de course avec une réputation. Même les versions les plus antiques sont très intéressantes. La Focus RS, mythique voiture de rallye, ultra performante aussi. Puis, on fait toujours attention de lancer quelques exemplaires sur le marché. Hein. C'est pas le genre de véhicule que tu vas retrouver avec 10 000 unités disponibles que tu peux acheter demain. En passant, là, la Ford GT, là, tu devais faire un rigoureux processus pour en acquérir une. Puis c'était pas n'importe qui pouvait l'acheter, même si tu avais de l'argent. Tu devrais démontrer que tu étais un passionné, que tu avais la connaissance, que tu allais savoir piloter le véhicule aussi, de bâtir des vidéos, des CV et ainsi de suite pour être capable d'être sur la liste d'achat de ce véhicule-là. Et souvent, on lance un prix et à la fin, la facture est pas mal plus salée que le prix, justement à cause d'une rareté comme ça. Donc, quand on est un vendeur de camions et qu'on vend plus de camions que la compétition, on se doit d'en avoir un qui se démarque. Puis le Ford Raptor, c'est quoi au juste? Bien, c'est un camion surélevé qui est prêt à faire des courses de Baja et que tu peux tout simplement te procurer à ton concessionnaire et ce, avec une garantie, comme d'habitude, par choc à par choc, ainsi que motorisation. On va garder le Ford Raptor en tête, on va aller au téléphone, on a déjà un appel. Allô, Radio X? Hello. Oui, bonjour. Salut, est-ce que tu as une question pour Matt Thomasin? Oui, je vais acheter le Chevrolet Evo 2018, parce que c'est un bon choix. Ben, c'est sûr que côté véhicule, plug-in hybride, branchable, présentement, ben, tu as avec la génératrice qu'on appelle à l'arrière. Présentement, Volt, Chevrolet est extrêmement en avance sur ces véhicules-là. Lorsqu'on va commencer à regarder un petit peu d'hybride, faut pas oublier non plus Toyota de ce côté-là, mais il y en a en tabarouette de la Volt présentement. Écoute, justement, je roule un véhicule hybride branchable cette semaine et qu'est-ce qu'il y avait pas à côté de moi? 3 volts, tout simplement. L'autonomie est là. Un petit peu d'espace intérieur, cependant, qui est un peu négligé au niveau du compartiment du coffre. Mais encore une fois, les capacités, plaque verte, on paie moins cher, on a le rabais si on veut, et on peut rouler dans les voies réservées. Alors oui, excellent choix. Est-ce qu'il y a aussi des bris mécaniques que tu as entendu parler à long terme ou il n'y en a pas? Non, je te dirais dans l'ensemble, c'est généralement très fiable. Il n'y a pas nécessairement de bris qu'on a entendu parler.
C'est sûr que là, présentement, on a entendu un petit rappel au niveau de la Bolt, mais bon, je te dirais que ça reste normal. Tous les manufacturiers ont des rappels sur l'ensemble des véhicules, que ce soit un Honda Civic ou peu importe. Il y en a déjà eu dans le passé, mais l'indice de fiabilité est très élevé au niveau de ces véhicules-là et la performance, la durabilité aussi des batteries, parce que c'est souvent ça qui nous inquiète. Aucune problématique. Oui, merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour. Ben, comment ça peut valoir ce véhicule-là? J'ai pas tout à fait le prix exact, je te dirais, parce que là, bien entendu, on entame l'année 2018. Cependant, une petite consultation du site web très rapidement. On n'oublie pas aussi, il y a eu un changement au niveau des véhicules. Tu sais, les fameux incitatifs qu'on donnait au niveau du gouvernement. Faites-vous pas prendre là, si vous arrivez avec un véhicule hybride uniquement, donc qui n'est pas branchable. Faites-vous pas prendre parce qu'on va vous charger... pas nécessairement plus cher, mais on vous enlèvera pas le rabais qu'on a eu. Donc, il y a eu un changement dernièrement. Faites attention aussi aux véhicules qui vont valoir au-dessus de 75 000 $, les histoires de Tesla, tout ça aussi. On a enfin coupé ça un petit peu plus serré, parce que moi, je trouvais qu'il n'y avait pas nécessairement de normalité non plus à donner un certain rabais à une personne qui allait se procurer un véhicule du genre. Donc, grosso modo, on parle entre 38 000 puis 42 000 $ pour la Volt. Ça dépend si on choisit le modèle qui est LT, donc un petit peu plus de base, ou encore qu'on y va avec le premier. Et je vous rappelle, la beauté de la Volt, c'est quoi? C'est d'avoir le petit générateur à l'arrière qui enlève la peur d'avoir une panne sèche de courant, comme on pourrait dire. Quand tu dis le générateur à l'arrière, c'est que quand tu roules, le générateur produit l'électricité, ça remplit ta batterie? C'est en plein ça. Okay. Exactement. C'est une génératrice. C'est un peu le même principe aussi que la BMW i3. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est pas nécessairement une motorisation qui va être connectée. C'est une motorisation qui va générer de l'énergie pour aller la redéposer dans la batterie. Et on roule, bien entendu, principalement avec les moteurs électriques, plutôt qu'une transmission qui est reliée vraiment aux roues au travers de la motorisation à essence. Dans un véhicule qui est hybride, on fait les deux. Présentement, cette semaine, c'est un BMW 330e, probablement que vous n'avez jamais entendu parler. Moi, je vais vous le dire, j'étais surpris. BM écrit me dit, écoute, on a un 330e à te faire essayer cette semaine. J'ai fait, c'est quoi? Coudonc. BMW avec une motorisation à essence et qu'on combine aussi une motorisation électrique, combiné de pas mal de chevaux vapeur, là, ça sonne le 300 force là-dedans quand on fait une accélération. Mais lui, ça va être un petit peu différent. Donc, tu vas pouvoir rouler en mode purement électrique, mais avec une autonomie qui varie à peine d'une vingtaine de kilomètres, mais qui est habituellement assez, pas pour des gars comme toi puis moi, là. Mettons pour moi. Oui, toi qui se promènes en ville uniquement, bourgeoisie un peu, de ta maison à la grande allée. Petite commission, au avril, là, c'est un peu plus fancy. Là. Duchesse de Saint-Nicolas. Oui, Duchesse de Saint-Nicolas. T'es capable de traverser le pont uniquement en mode électrique et ça, sans problème. Puis c'est la même chose aussi pour la Volt, mais ce qu'il y a de paradoxal, c'est que j'ai quelques collègues, quelques connaissances qui en ont, puis eux autres, c'est très rare que la branche ils mettent l'essence dedans puis ils roulent avec l'essence. Un peu paradoxal, cependant. Ouais. Bon. Tu sais, puis tout à l'heure, tu parlais du Ford Raptor, tu parlais aussi du GT. Sais-tu qu'est-ce qui fait que ces véhicules-là sont si populaires? C'est qu'ils ont de la personnalité, puis il y en a pas beaucoup sur nos routes, ce qui fait en sorte que c'est très, très convoité. C'est le contraire, puis c'est vraiment pas le même type de char, mais tu sais, mettons, je te ramène à 2006, là, il y a la Hyundai Accent grise, là. Tu t'achetais ça coûtait pas cher, ça coûtait pas de gaz, mais t'avais aucune personnalité sur la route. Tout le monde avait ce char-là. Tous les jeunes avaient ça. Un Camry beige. Oui, Camry beige. Et ça fait mal. La Géo Métro jaune. Te rappelles-tu des Chevrolet Cavalier? Oui, monsieur. Bon, si tu te rappelles de ça. Seule différence que tu peux avoir, c'est un Z22 ou un Z24. Si t'avais un Z24, t'étais plus cool. Parce que t'avais une motorisation qui tirait un peu plus. Mais effectivement, tu sais, quand tu regardes le Ford Raptor, c'est tout le gros pare-choc massif à l'avant, les gros pneus de 315, 70, 17, c'est les crochets qui sont à l'avant, c'est les marchepieds, l'éclairage latéral aussi au LED, le fait que tu appuies sur un bouton puis tes miroirs se transforment en 2 lumières latérales pour aller faire du hors-route. Puis du côté de la suspension, là, c'est 13 pouces à l'avant de débattement de suspension puis 13,9 à l'arrière. Écoute, avant que tu réussisses à soulever le véhicule pour changer ton pneu parce que tu aurais une crevaison à cause de ta dernière course dans le pit de sable à l'endroit X, mais écoute, ça va te prendre du temps à tabarouette de réussir à lever le véhicule au complet pour que la suspension acquitte vraiment le sol. Donc, faut pas oublier aussi la motorisation, c'est important. Quand tu produis un véhicule unique comme ça, tu veux que ça marche, tu veux que ça tire. Puis si tu te ramasses avec une motorisation EcoBoost de 450 chevaux puis 510 livres de couple, à ça, tu jumes une nouvelle transmission aussi de 10 vitesses pour garder un petit peu d'économie quand tu vas te promener pop-pom avec Emiji sur la Grande Allée.
Mais autrement, c'est un véhicule aussi que t'achètes, oui, peut-être pour faire un peu tourner des têtes, mais c'est pas accessible à tout le monde. Puis là, bon, le côté classique des commentaires sur Facebook, ouais, c'est pas achetable. Peut-être pour toi que c'est pas achetable. Un truc de douchebag. Un truc de douchebag, t'as dépensé pour ça vaut pas la peine. Moi, je pense que chaque véhicule mérite d'exister. Regarde, dernièrement, on a lancé la Bentley Continental GT qui est absolument un prix faramineux, mais que le véhicule est presque fait en entier à la main partout, que tu vas retrouver des coutures vraiment fancy et que tu es sûr qu'il n'y aura pas 10 propriétaires de ce même véhicule-là à Québec. Puis le Ford Raptor, c'est un peu ça présentement. Je n'ai croisé un dernièrement pendant l'été. Il était noir du côté de nos collègues de Ford le long de l'autoroute Capitale. Bien, on nous a dit qu'on en a vendu quand même une dizaine. Donc, c'est quand même un chiffre impressionnant pour un véhicule à 90 000 $. Mais encore là, c'est les capacités, c'est le fun, c'est le fait d'embarquer dans un sentier complètement chaotique, puis d'avoir le pied au plancher, puis d'être capable de siroter une gorgée de café. Non, un Ford de Raptor, j'en avais vu un à Cape Cod, puis j'étais sur un coin de rue, puis le Ford Raptor est arrivé, puis il était tout noir mat, les vitres teintées. Le kit de graphique aussi. Le truck était incroyable. Écoute, je me sentais un peu comme, j'étais sur le coin de la rue, je me sentais un peu comme Julia Roberts, quand Richard Gere est arrivé avec sa Mercedes, là, tu sais. T'avais-tu une coulisse de barre? Il va-tu m'embarquer? Hey non, mais en gris, il est vraiment beau. Là. Je regarde ça sur Google, mais ça tient-tu la route, ça? Bon, OK. C'est une excellente question, Amy J. Présentement, je t'adore. C'est pas nécessairement le véhicule avec lequel on va être le plus confortable sur la route. Parce qu'il faut dire que c'est une suspension de Baja. Donc, lorsque tu vas être en accélération, le devant va lever, tu vas voir le ciel, tu vas freiner, tu vas voir le camion vraiment penché du nez à l'avant, puis il n'y a pas nécessairement de suspension ajustable sur celui-ci. En comparatif, puis là, je vais en fâcher quelques-uns, le Chevrolet ZR2, qui est comme un Ford Raptor, mais plus petit. Puis là, les gens de Chevrolet m'aimeront pas quand je dis ça, mais c'est pas grave. Moi, je trouve que ça se compare, parce que dans les activités qu'on a fait de se promener dans le désert, on a fait des jumps aussi avec ce truck-là. La suspension multimatique va utiliser un système de valve qui va être bien adapté à la route et au hors-route. Cependant, tu peux pas sauter aussi haut avec un ZR2 qu'avec un Raptor. Mais le Raptor reste un petit peu le roi inconditionnel présentement du camion tout-terrain. Puis, est-ce que ça tient bien la route? Non, malheureusement, parce qu'il faut pas oublier que les pneus aussi, c'est des pneus, donc des BF Goodrich, des KO2 qu'on appelle. C'est des pneus qui vont être faits pour se mélanger à la boue, se mélanger au rocher, qu'on baisse la pression puis qu'on soit capable justement d'avoir la traction maximale, parce qu'en plus, tu as un système donc de terrain si tu veux, donc tu peux sélectionner un mode boue, un mode neige, un mode glace, tu peux sélectionner un mode sport, mais encore là, c'est pas fait pour la rue en tant que tel. Puis il y en a qui penseraient travailler avec le camion, oui, t'es capable de remorquer, oui, t'as une boîte, mais si t'attaches une fifth wheel là-dedans, la suspension, c'est fait pour des carreaux, c'est fait pour des sauts. Fait qu'est-ce qui va arriver? Bien, ça va écraser un peu le derrière, tu vas déstabiliser. Si tu penses travailler avec ça, ben, le Raptor, c'est peut-être pas l'idéal, mais si tu veux flasher sur le chantier, là, c'est l'idéal, hein, tabarouette. On va aller au téléphone, beaucoup d'auditeurs qui veulent nous jaser pour poser des questions par rapport au monde de l'automobile. Allô, Radio X. C'est à vous? Un Kia Rio 2012, c'est bon, c'est une petite poubelle. Kia Rio 2012. J'aime bien le cadre que monsieur précise, poubelle. Des poubelles, il n'y en existe plus vraiment. Faut dire qu'on a travaillé beaucoup sur la qualité des véhicules, surtout lorsqu'on parle des Coréens. Cependant, moi, je regarde dans les stationnements de fois de temps en temps. Et oui, on se vante présentement d'avoir la meilleure qualité initiale. Puis c'est vrai que c'est des bons produits. Quand tu regardes ça, t'as beaucoup de choses pour un prix qui est totalement raisonnable. Ça vieillit un petit peu moins bien présentement que l'ensemble des Japonais qui sont installés depuis longtemps. Cependant, on a fait énormément de progrès. Puis qu'est-ce qui va être intéressant avec ça, c'est les garanties, qui a une excellente garantie. Et je pense qu'avec ça, un 2012 va être encore couvert pour un bon bout de temps, justement. Ça devrait faire quand même un bon choix. Assurez-vous, bien entendu, que le véhicule soit en excellente condition ou en moyenne condition ou en pas belle condition, de le faire inspecter. C'est obligatoire. Dans la cour du concessionnaire ou non, quand on achète un usager, on veut pas de surprise, s'il vous plaît. OK, puis le char, il y a 123 000 km, là. Faut prendre tes mots à toi. En 1000 milles, il y a à peu près 85 000 milles gros top, là. Là, qu'est-ce que tu veux dire en 1000 milles? C'est un Américain? Non, ben moi, je comprends pas le système métrique. Je comprends juste en 1000 milles. Là. OK. Tu me dis combien de kilomètres? Combien de kilomètres il y avait? 123. Puis le bonhomme, il demande 5000. Il essaie de me fourrer ou pas? Ben, c'est pas bien cher à 5000, là. Tu sais, c'est un char le char, quoi, grosso modo, il y a environ 4 ans, 5 ans maximum. Il est-tu encore garanti, ce véhicule-là?
Ben, il a dit qu'il était plus garanti, ben, il est prêt à me faire une garantie spéciale, là. Qu'est-ce que tu veux dire par une garantie spéciale? C'est qu'il te vend une garantie prolongée. C'est un concessionnaire ou c'est un particulier? Un particulier. OK. Fais attention avec les garanties prolongées. Ouais. Très important parce que là, bon, des fois, c'est des petits garages, là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est parce que là, c'est un particulier, il veut lui faire une garantie. OK, moi, je pensais que c'était garage. Il veut me fourrer ben tête ou quoi? Ben là, moi, honnêtement, j'embarquerais pas là-dedans, là, à moins qu'ils te disent... ben, dans le fond, tu lui dis, je te donne 2000, s'il fonctionne encore dans 5 ans, je vais te donner le reste de l'argent. Mais garantie pour un particulier. C'est-tu un faux particulier présentement? Ça serait la question que je me poserais. C'est un gars de Montréal, là. Elle le connaît pas, moi, là. Moi, je te dirais, reste prudent là-dedans, c'est louche un peu. OK? Parce que les faux particuliers, là, quand ça court les rues, après ça, tu te ramasses avec un véhicule, tu sais pas d'où vient la provenance. Il y a de garage, c'est-tu mieux ou c'est de la style marde? Ben, c'est les particuliers ou garage, ça dépend. C'est l'historique du véhicule qui est très important, OK? Un garage peut l'avoir ramassé dans un encan aussi, puis peut l'avoir ramassé d'une personne qui, malheureusement, avait plus d'argent pour le payer, donc n'avait plus d'argent pour l'entretien, et qui l'a peut-être frippé dans un coin ou autre. Très important, les Carfax de ce monde, les inspections de ce monde. Ouais. Puis écoute, un Kia, là, pourquoi... En tout cas, je sais pas si t'es de Montréal, mais il en pleut partout, là. Il y en a partout, partout. C'est ça, je le savoir, j'ai fait un tour pas mal, là, puis j'ai vu ça, c'était très bien. Mais fais attention, là, des fois d'y aller pour le moins cher, on a des petites surprises, là. Mon ami Marcello, avec qui je travaille, là, pourrait t'en parler, là. C'est pas parce que le véhicule est récent qu'il est pas arrivé quelques petits accros. L'inspection est obligatoire, ça, c'est vraiment ce qui va te donner l'heure juste, là-dessus, avant d'acheter. Même... Moi, il m'a dit qu'il y avait un milieu d'accident. T'as-tu regardé les Carfax et t'as-tu donné les papiers de ça? Non, pas encore, je m'en vais loin, lundi. Okay. Jette un coup d'œil là-dessus, mais comme je te dis, magasine comme il faut, il en pleut ces chars-là. Les petits véhicules compacts, là, les concessionnaires, puis les particuliers essaient de vendre ça au maximum, mais pour les problèmes enregistrés, écoute, il y en avait vraiment pas de tonne. Juste vite fait, d'abord, c'est quoi les gros défauts, là? Ben, au niveau des défauts, il y en avait vraiment pas tant que ça. Sérieusement, là, quand je regarde mes fiches de mon côté, peut-être mis à part de l'entretien régulier, petites pièces de suspension, même au niveau des lignes et des trucs comme ça. Malheureusement, j'ai quasiment rien enregistré. Fait que, faut pas oublier qu'en 2012, les gens, il y avait quand même des garanties, hein. Fait que, des fois, on n'entend pas trop parler, là, quand ça passe à garantie, mais les gens commencent à s'exprimer quand on sort aussi des garanties ou autres. Mais je te dirais que l'année 2012 a moins de problèmes que 2013, selon ce que je vois, là, sur mes fiches présentement, là. Et ça veut dire qu'à 5 000, autour de 5 000, ça rend de l'allure. Écoute, si t'as l'offre à 5 000, oublie pas, là, négocie. On vient à 3009 puis il part à partir de là. Puis tu dis que tu veux pas de garantie. J'ai de la misère un peu avec ça, là, l'histoire, parce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il va essayer d'y vendre une garantie prolongée. Puis si le prix de la garantie prolongée, là, c'est 2000 $, ben avant d'arriver à 2000, là, faut que tu aies un bris solidement majeur, là. OK? Puis des moteurs à moins de 2000, ça existe, là. Tu sais, tu t'en vas dans le coin de quelques cours à scrap, là, du côté de la Rive-Sud, là. Excuse-moi, d'endroits où est-ce qu'on a des pièces recyclées. Et à partir de là, t'es capable en masse de trouver de quoi de pas pire. Et parce que lui a dit que c'est Time and Shine, les autres, c'est pas Time and Belt, les autres modèles-là. Moi, je te dirais, l'entretien, l'inspection est totalement obligatoire pour être sûr qu'il y a un bon entretien sur le véhicule au travers du temps. OK. On me fait fourrer, là. Non, exactement. Inspection. OK, bon, ben, gros merci, Gré. Salut. Bye-bye. Allô, Radio X. Allô? Allô, c'est à toi. Aïe, salut. Oui, monsieur. On parle de Ford. Oui, Ford. Oui. On va changer de... Allô? Prenez tout votre temps, mon ami. On va pas laisser. Non, sérieusement, moi, j'ai un F-150 2011, l'Ariat full équipe. Ouais. Un bon truck Ford. Tu parlais des Ford. Les Raptors, là, c'est pour se la péter. Tu achètes un Raptor, là, tu te la pètes. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Ouais, mais il n'y a pas juste un Raptor pour se la péter, là. Tu prends un King Ranch, un Laria, un Bighorn, une édition 1794, peu importe, là, tous les manufacturiers, là, ont leur petite édition, là, fancy. Souvent, on met des noms, là, avec un peu de chrome, platinum. Alright, on retourne en ligne. Allô, Radio X. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Dans votre char, bonsoir. Oui, ça va bien. Bon, regarde, moi, j'ai une question, puis je voudrais savoir un Sorento. OK, moi, je veux l'acheter usagé. J'ai besoin de traîner au moins 2500 livres à cause d'un bateau. Ça prend le V6, hein?
Ben, c'est ça, ma question est à ça. Oui. Prends-tu le 2 litres turbo ou le V6? Non, V6. Si vous voulez remorquer, c'est le V6. Et soyez prudent, la répartition. Souvent, on va dire que des véhicules, lui, il a une bonne capacité de remorquage. Oui, c'est vrai. Mais le plus important là-dedans, c'est la répartition de votre poids au niveau de la remorque. Okay. Si vous avez un trailer, faites un peu maison bric-à-brac, comme je vois une fois de temps en temps passer, là, avec des pôles de quasiment 15 pieds de long, là. Votre trailer est pas très bien balancé. Fait que quand même, vous avez un véhicule qui va être capable de remorquer la charge. Bien souvent, on va voir des comportements un peu réguliers au niveau de la suspension. Ça va être dur aussi sur le véhicule. Okay. Si vous cherchez un autre véhicule qui a des capacités de remorquage intéressantes, on a le Nissan Pathfinder qu'on a tendance à oublier. C'est sûr que là, en version flambant neuve, il y a encore plus de capacité pour cette année au niveau du remorquage. Mais c'est pas mal les deux là qui, avec des V6, sont bien équipés pour être capables de remorquer des remorques, des tentes-roulottes ou des trucs comme ça. Présentement, là, moi j'ai un Outlander 2012, là, je le change. J'ai pas eu de problème avec, mais écoute, là, la beauté, là, je t'ai pas acheté pour la beauté, là, mais j'ai aucun problème avec. Mais là, c'est ça, je me demandais si le Sorento, le V6, parce que le bateau, dans le fond, je le monte puis je le descends 2 fois par année au chalet, puis il reste là. Après ça, ben c'est près l'heure. Puis c'est sûr qu'il y a de la neige, mais à part de ça, c'est parce que dans ces possibilités-là de 3500 livres, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est comme je vous dis, l'autre choix qui reste, c'est le Nissan Pathfinder, qui a quand même des belles capacités de remorquage. Plus cher. Il est cher. C'est sûr. À comparer à un Sorento. C'est sûr, effectivement, il est un peu plus cher parce qu'encore une fois, on l'a mentionné tantôt, les Coréens restent extrêmement agressifs du côté prix. Puis c'est vrai que c'est celui-là qui est pas mal sur la coche présentement. Puis on m'en parle beaucoup. Cependant, vous remorquez ces V6 automatiques pour vraiment là, avoir là, la puissance aussi. 290 chevaux, 252 livres de couple là, qui va être quand même intéressant. Puis dans les descentes de bateau, là, faites-vous pas prendre. Là, si jamais vous voyez que c'est assez à pic ou autre, parce que des fois, on a tendance à sous-estimer ça. 4x4, s'il vous plaît, là. On n'arrivera pas là non plus avec une traction, là. Non. C'est sûr que je prends une 4x4, là. C'est sûr et certain. Mais as-tu d'autres choix que tu pourrais me dire? Mettons un budget de 25 000 à Portax, là. Non, 25 000, vous n'aurez pas grand-chose présentement, à moins vraiment d'aller dans l'usager aussi, puis ça serait les deux mêmes recommandations que je vous ferais. Oui, c'est ça. Usager, un an ou deux, là, 30 000 kilos, à du 25-28 000, je devrais avoir de quoi? Ben c'est ça. L'affaire qui accroche, c'est que de plus en plus les manufacturiers au niveau des sports utilitaires un peu plus petits comme ça, ben c'est sûr qu'il va vous rester le Hyundai Santa Fe qui est comme un peu le cousin là, du Kia Sorento si vous voulez. Ouais, mais ils l'ont déconseillé. Ils m'ont conseillé vas-y avec le Sorento tant qu'à s'en aller dans les deux là, Hyundai ou Kia, vas-y avec le Sorento. Puis pourquoi qu'ils vous disent que non, le Hyundai ça fait à cause de la fiabilité à long terme. OK, mais vous le savez que c'est les mêmes mécaniques, les mêmes affaires. Oui, c'est ça. Mais du temps qu'à sonner avec le Santa Fe, vas-y avec le Sorento. C'est sûr que le Santa Fe, il excelle, là, mais je sais pas, là, je sais plus. Dans le véhicule, ben c'est sûr que si vous regardez dans le véhicule de ce genre-là, on tombe dans les gammes un peu du Grand Cherokee, du Durango, Ford Edge aussi qui est un peu plus gros. Mais encore là, Cherokee, là, oui, là, on parle d'un camion, on parle de capacité de remorquage qui est encore plus impressionnante. Oui, mais il paraît qu'ils n'ont pas réglé le problème de transmission. Faut travailler un petit peu. La 8 vitesses est quand même pas si pire au niveau des grandes Cherokee. Là. Je vous dirais que c'est pas les ZF, les 9, comme on a entendu parler dans le passé. Le Grand Cherokee, je suis d'accord, mais le Cherokee ordinaire... Non, c'est ça, moi je vous parle... mettons, là. Non, c'est ça, moi je vous parle vraiment là, de Grand Cherokee. Là. Les Grand Cherokee, ont-tu réglé le problème électrique? Ça, c'est toujours en évolution du côté de Jeep. Ouais, on peut toujours travailler la fiabilité. Consumer Report, protégez-vous, est extrêmement dur avec eux. Je vous dirais que le dernier coup que j'ai mis le pied dans un Jeep Grand Cherokee, c'était un modèle SRT, là. Ça, je vous garantis qu'il n'y avait pas trop de problèmes électriques à l'intérieur. Mais quand on parle de véhicules justement pour remorquer, je vous le dis, allez-y pas trop petit, si on veut. Le Cherokee a quand même des belles capacités. Mais encore là, avec la garantie, avec la fiabilité, j'ai tendance à placer les Coréens un petit peu en avant là-dessus. Là. Fait que Sorento ou on y va avec la Pathfinder? Oui, exactement. Allez essayer les deux, puis là, on approche pas mal fin de l'année ou autre. Hein. Fait que, tu sais, quand on va pogner l'automne et tout, là, prenez le temps de magasiner, là, vous allez voir. Là. Puis c'est sûr que sur un véhicule de masse, le Sorento est un petit peu plus de masse, il en sort beaucoup, puis des fois, c'est peut-être un petit peu plus difficile d'avoir un bon deal là-dessus. Mais prenez le temps de magasiner si vous n'êtes pas pressé au niveau de là-dessus. Non, c'est pour l'automne ou l'hiver. Là. Je suis pas pressé, mon autre va bien encore. Parfait. Mais inquiétez-vous pas, avec le 6, il n'y aura pas de problématique. Mais
restez on oublie loin. le 2 litres turbo. C'est ça, oubliez le 2 litres turbo, puis faites attention, là, c'est pas parce que ça marque au-dessus de 3500 livres qu'il faut aller à la limite de 3500 livres. Sinon, non. Vous allez trouver que les freins, c'est rough, là. Ben, comme je te dis, vois-tu, l'autre, il traîne 3500 livres, la Tenda, mais le bateau, il pèse 2200 livres avec la remorque pis tout, fait que c'est pas, mettons, chargé, on y va à 2008. C'est sûr. Fait que je suis comme amplement correct, là. Ouais, je voudrais peut-être dire Highlander aussi, mais on sort de votre budget de... Il est... oui. OK. Ben, un gros merci. Bonsoir à vous tous. Bon. Bye. Sur le live à radiox.com, Renaud qui te pose la question. Salut Matt, quelle est la meilleure camionnette selon toi 2015-2016 d'occasion? Bon, bien entendu, je veux t'entendre parler sur le rapport qualité-prix, la fiabilité, la consommation d'essence, la finition, valeur de revente, etc. Là, on a dit camionnette, donc on parle sans doute de camionnettes compactes, style Tacoma, ainsi de suite. Il y a de plus en plus de joueurs et il y en a quelques-uns qui vont se rajouter quand même très bientôt. On peut pas passer à côté du Ridgeline, que si t'aimes le comportement routier, si tu fais plus de villes que vraiment transporter, qu'elle trouve VTT, bateau, ainsi de suite ou autre, je pense que tu vas énormément apprécier ça. Surtout parce que, ça reste un... Bon, il y en a qui vont dire, ouais, mais Matt, c'est pas un vrai camion. Oui, vous avez raison. C'est pas nécessairement basé sur un frame, mais le comportement routier est tellement hallucinant de ce truck-là. Ouais. C'est intéressant. Si t'aimes le côté ville. Puis il faut que t'aimes le modèle aussi. Oui, il faut que t'aimes le modèle aussi. Si tu veux le maître incontesté de la fiabilité, tu te diriges vers le Toyota Tacoma, qui sont pas donnés. Je suis d'accord avec vous. Qui, cette année avec la motorisation 3.5, c'est pas tout à fait le 4 litres au niveau du départ. Ça prend de la révolution moteur un peu plus pour tirer. Oui, c'est vrai. Cependant, valeur résiduelle incroyable. Tout le monde se garoche là-dessus. T'as beau arriver avec le véhicule qui a les pare-chocs un peu tout croche, des graphiques tout partout. Puis tu dis au concessionnaire, écoute, j'ai le goût de changer pour un nouveau. Ils vont leur prendre à bras ouverts puis ils vont te donner un prix de fou pour. Ça n'a pas de sens. Chevrolet Colorado et GMC Canyon, les deux jumeaux un peu si on veut. Le diesel est là, donc c'est une motorisation qui est intéressante si jamais tu veux travailler un peu plus et avoir une économie qui est intéressante. Tu as aussi la version ZR2 que je parlais un petit peu tantôt, si t'es aventurier, tu veux sortir un peu hors route avec ça. Même quand on parle du Chevrolet Colorado ZR2, ça passe, là, le Tacoma TRD Pro, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais ils sont en avance. Puis le Nissan Frontier, changement très bientôt. Présentement, c'est un modèle qui est archaïque, c'est un modèle qui est plastique, c'est un modèle qui... C'est le deuxième véhicule avec la Mitsubishi Lancer là, qu'on est encore capable de se procurer. Là, puis je pense qu'il y a au-dessus d'une décennie d'âge là, qu'on n'a absolument rien changé dans le véhicule à part les couleurs ou autres. Mais je vous le dis tout de suite, il s'en vient quelque chose de nouveau. Je veux pas brûler de punch, mais allez jeter un coup d'œil sur qu'est-ce que Nissan a lancé là, du côté de l'Australie. Vous allez voir que c'est assez intéressant ce qu'on va arriver bientôt. Faut pas oublier aussi que la Ford Ranger va faire un retour, mais encore là, on va en avoir pour un petit bout de temps. Donc, si on récapitule, j'irai avec le Tacoma en premier, le Ridgeline en deuxième, puis si jamais tu veux pas de machine en route, je mets le Colorado un petit peu plus bas, mais si tu veux rechercher justement l'aventure puis tu veux t'équiper un peu de personnalisation, je suis obligé de remonter le Colorado en haut parce qu'on peut tellement faire de la personnalisation puis un camion distingué avec celui-là qu'on remporte la palme là-dessus. OK, Bernard qui m'écrit sur le live, il dit je voulais parler de pick-up, vous avez coupé la ligne. On n'a pas coupé la ligne, c'est simplement la ligne qui a coupé complètement. C'est juste que la lumière a disparu, donc il y avait plus personne au bout du fil. Y a-t-il une donc question? Non, c'est ça. Okay. Tu peux me réécrire, Ben, ou encore reste-toi là, j'ai un circuit disponible. Il y a Mike qui me dit pouvez-vous me dire qu'est-ce qui se passe avec le Suburban 2017-2018? J'ai l'impression qu'ils ont changé un peu le frame du véhicule. Il ressemble beaucoup à bien d'autres camions du genre. J'aimais beaucoup le frame du 2014. Puis effectivement, tu sais, moi, c'est mon type de véhicule, là, les Suburban, je les adore. Puis je suis allé sur les modèles 2014, puis tu compares avec les modèles 2018, c'est comme un... Qu'est-ce que ça s'est adouci à ton goût? Oui, c'est comme doux. Ah ouais, tu trouves? Moi, je trouve pas. Je trouve que ça a quand même conservé leur côté masculin, leur côté véhicule du président un peu, si tu veux. Là. C'est quand même assez gros de ce côté-là. Quand on a rendu trop carré en arrière. Arrière? On dirait un corbillard. Tu préférais-tu celui-là qui avait l'ouverture double porte à l'arrière? Ouais. Ben écoute, là, on est vraiment dans une niche de camions. C'est ça. Regarde, montre-la à Imidji, tu vas voir. C'est ça, c'est les nouveaux 2018, là.
On dirait qu'ils ont plus le lustre des Suburban là, d'autrefois. Moi, je trouve qu'ils ont quasiment pas changé encore. C'est vrai? Je sais pas comment c'est parce que t'es pas un passionné des Suburban. Ben non, c'est pas vrai ça. Je suis quand même un passionné des Suburban. Moi, j'en vois un passer et je braille tellement que j'aimerais ça m'en offrir. Je trouve que ça ressemble à un truck Escalade. Cadillac Escalade. Oui, oui. Chevrolet, GMC, c'est des compagnies jumelles. Là. Donc, Cadillac aussi embarque là-dedans. Puis bien entendu, il y a Buick aussi là qui vient se rattacher à ça. Donc ça, c'est toutes des compagnies jumelles qui vont faire des variantes au niveau de leur camion. Qu'est-ce qui se passe avec? Écoute, on attend un nouveau Chevrolet Silverado. Okay. Et automatiquement, on devrait adapter, je pense que au courant de l'année ou autre, les changements donc qu'il va y avoir au niveau du Silverado à ce beau Suburban. Là. Parce que le 2014, il y avait de plus belles courbes. Ben, c'est des courbes un peu plus carrées. C'est ça. Bon, toi, t'aimes ce qui est carré, Yann, mais théoriquement, faut pas oublier une chose. De plus en plus, on met de pression sur les manufacturiers pour abaisser la consommation globale. Ouais. Et ça, là, c'était des monstres de consommation dans le temps. Là. Je sais pas si tu te rappelles, du 20 22 litres au 100, c'était normal pour ces véhicules-là. Aujourd'hui, on veut se rapprocher du 14, du 15. Ça passe par l'aérodynamisme. C'est dur de changer la forme d'une boîte carrée comme ça, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit causer des fois un nez qui est un peu plus aérodynamique. On doit causer aussi des formes qui sont un peu plus arrondies pour que ça glisse au travers l'air et aller chercher le 0.2, le 0.3, le 0.4 litres au 100 qu'on va avoir besoin pour faire baisser la moyenne générale du manufacturier. Donc, oui, peut-être un peu de changement, mais le reste, côté mécanique ou autre, là, ça n'a pas vraiment changé. Avoir la chance d'acheter un beau Suburban 2018, je pense que je dormirais dedans tous les jours. Ici, il y a Max qui nous écrit via le texto « Je suis à la recherche d'un petit VUS et j'hésite entre le Soul de Kia et le Trax de Chevrolet. Mes critères sont le confort et la fiabilité. » Soul ou Trax? Le Soul, qu'est-ce qui est intéressant avec ce véhicule-là, c'est que premièrement, ça a quand même un look assez funky, si on veut. Donc, je déteste pas de mon côté. Je trouve aussi qu'au niveau de cette année, ils sont arrivés vraiment avec une motorisation turbo qui est incroyable côté performance. Attachez vos trucs, ça va déménager. Là, c'est plus les Souls du passé. Vous allez peut-être vous faire ramasser par un véhicule funky à lumière rouge une fois de temps en temps. Le Soul, qu'est-ce qui est intéressant aussi avec lui? Bon, beaucoup plus rapide au niveau du châssis aussi, au niveau de l'équipement, puis au niveau de l'espace intérieur. Mais bon, tout ce qui est performant de ce temps-ci, ben on retire les transmissions manuelles et on va avoir d'économie qui est un peu plus ordinaire aussi. Pour le Trax, ce qu'on aime bien, c'est son équipement aussi côté électronique, qui est encore une fois très intéressant. Donc, on va avoir n'importe quel système d'Apple, CarPlay ou autre. Chevrolet a quand même beaucoup travaillé là-dessus, mais je suis obligé de donner l'avance du côté du Kia pour son utilité présentement aussi là qu'il va avoir avec celui-là. Fait que le Soul remporte une excellente garantie aussi, on le mentionnait, du côté des Coréens. Puis sinon, quand on regarde le restant de la gamme, on a essayé le Subaru Crosstrek aussi dernièrement, qui va chercher un peu le style aventurier, mais qui est encore plus efficace hors route à cause de sa garde au sol ou autre. Fait que quand ça va arriver le temps de l'hiver aussi, ben d'avoir un Crosstrek qui est traction intégrale, puis que si vous le prenez CVT, vous avez un petit X-Mode, donc l'ordinateur va travailler pour verrouiller les roues ou autre. Ça va passer par-dessus les bancs de neige. Ça va passer par-dessus la glace. Vous mettez des bons pneus. Pourquoi pas les crampons? On met des clous là-dessus. Vous allez voir, ça va être un tank indestructible. Puis dans le restant aussi, bon, il y a quand même le Mazda CX-3 que je peux pas vraiment passer à côté. Quand même assez performant, quand même assez intéressant aussi. Puis pour le Trax, ben, bon petit véhicule, mais bon, je te dirais que côté accélération, côté pep, puis même l'intérieur, un petit peu plus de finition, là, il y a un peu plus de base présentement là, du côté des Coréens. Puis l'espace cargo est pas du tout la même chose. Vous allez être capable de mettre pas mal plus de boîtes aussi dans la Soul. Alright, on retourne au téléphone sur la 3. Allô, Radio X, c'est à vous? Allô, comment ça va? Ça va bien, vous? Oui, comme un vieux nœud. Ah, c'est Grognon, ça, c'est Grognon. Hey, Grognon, t'as-tu vu l'article dans le Journal de Québec aujourd'hui? Non. Ça a l'air que les camionneurs propriétaires, vous gagnez un salaire de 150 000 $ par année. Oh, qui a dit ça? C'est un vrai rêve, ça perd-là? Eh boy, si c'était ça, camionneur propriétaire, là, j'ai un copain qui en a un, là, puis il fait pas de fortune. Ben, c'est parce que, d'après moi, ils ont calculé, tu sais, ils ont pensé que tout l'argent que le camionneur propriétaire pouvait recevoir, ils ont pensé que c'était le salaire direct, mais ils ont juste oublié de penser aux camions, puis aux dépenses d'essence et tout ça, là. Ouais, mais t'as les pneus après changer, puis t'as l'huile à changer, puis t'as des... Un turbo. Toujours... Ouais, il y a 2 turbos là-dedans. Ça dépend en général, maintenant, ils mettent 2 turbos dedans. Fait que, ouais, mais c'est pas des turbos à 500$, là.
Non, monsieur. C'est plus cher que ça un petit peu, là. Tu parles de 5 à 6 000, là. On s'entend. Fait que pèse-en pas un parce que ça coûte cher. Grognon, t'as-tu une question pour Matt? Oui, j'ai un commentaire puis j'ai une question. On va commencer par la question. J'ai un Rondeau Kia 2012, satisfait, là. On m'a dit qu'on pouvait mettre des tailleurs, des pneus de 15 pouces là-dessus. Est-ce que c'est vrai? Là, est-ce que tu parles pour l'hiver? Oui, pour l'hiver. Bon. Je vais juste faire une petite parenthèse. Beaucoup de véhicules vont être produits aujourd'hui quand tu vas acheter le véhicule. Bon, tu vas l'avoir en 17, en 18, en 19, puis en 20 pouces. Effectivement, c'est vrai qu'on peut réduire le diamètre de la roue, mais il faut pas oublier de respecter donc la grandeur. Donc toi, tu me dis c'est un Kia Rondo que tu avais qui était quelle année? 2012. 2012. Donc tu avais quelle dimension d'origine? À l'origine, c'est du 16. D'origine du 16, habituellement, il n'y a pas de problématique pour cela. Tu peux quand même faire une descente en 15. C'est sûr qu'il faut que tu adaptes, bien entendu, la largeur du pneu. Puis, faut faire attention, cependant. Est-ce qu'il y a vraiment un avantage? Parce qu'avant, en 16 pouces, on disait que c'était plus cher, mais les pneus 16 pouces sont maintenant les grandeurs pas mal les plus populaires qu'on peut retrouver, avec certains 17 pouces à l'intérieur de l'industrie. Donc, les prix se sont quand même ajustés à ce niveau-là. Là. Oui. J'ai constaté une chose. Le 16 pouces, ça devient aussi populaire que les 14 qu'avaient ces cavaliers et ces Sunfire. Essayez plus de trouver des 14 puis il y en a encore des 14 pouces. Mais je vous le dis tout de suite, là, il y en a plus beaucoup. Ça a quand même beaucoup changé là-dessus. Puis là, il va peut-être falloir faire attention aussi au modèle que vous aviez, là, parce que ça dépendait si c'était un X ou autre. Je pense que c'était un X. C'était un X. En tout cas, 205/76, c'était la grandeur 16 pouces. Puis il y avait du 225/50/17 aussi qui avait disponible là-dedans. Donc, le best, là, pour être sûr, parce que bon, on s'entend, là, je suis pas nécessairement détaillant de pneus, là, mais le best pour vous, c'est d'aller voir vraiment un conseiller qui va vous dire quelle grandeur exactement que vous pouvez aller chercher. Parce que, bon, dépendant certains, la grandeur typique qu'on avait en 15 pouces dans le temps, c'était un bon vieux 195/65/15, là, qui était extrêmement populaire. On a délaissé ça un peu là, pour d'autres grandeurs aussi là-dessus. Mais soyez prudents, bien entendu, respectez toujours la grandeur d'origine, les codes de poids et ainsi de suite. Puis consultez vraiment là, un pro là, qui va pouvoir vous confirmer à 100% là, pour le 15 pouces là-dessus. Ouais, ça doit jouer sur Speedo, ça, cette affaire-là. Pas nécessairement, si on reste dans les tolérances. Donc, avant, il y avait un certain pourcentage de tolérance qu'on disait. Mais c'est sûr que si vous passez de 16 pouces en 205/76, puis vous descendez en 185/75, ça marchera pas, là, effectivement, là. Non, il faut garder une certaine largeur. Oui, exactement. Il y a plusieurs calculateurs donc sur Internet qui sont disponibles pour être sûr que vous avez la bonne grandeur en tant que telle. Donc, jetez un coup d'œil là-dessus. 205/76, ça fit. 225/57, ça fit. Certains 15 pouces qui probablement peuvent fitter aussi, là, qui peuvent quand même passer, mais suivez les recommandations du manufacturier et de votre pro là, au niveau des pneus. Là. Puis ça, quand je parle d'un pro, là, c'est une bonne bannière. Là. OK, d'accord. Je voulais faire un commentaire, monsieur, de s'acheter un Rondo là, à Montréal. Justement, j'ai un voisin qui s'est acheté un Journey, Chrysler Journey, là. Puis je vais vous avouer, Montréal, là, il nous passe deux poubelles assez souvent, surtout les petits les concessionnaires indépendants, là. Un indépendant, il est arrivé avec ça, 5 000, j'ai payé ça 5 000, le gars parle la même langue que moi, mais je regarde en avant, là, c'est des roues de mag, et tu freines à 50% en avant, là. Puis quand il est allé chez le garage du coin, il a sorti un paquet de choses là, qui n'étaient pas correctes sur la suspension. À mon point de vue, là, je pense qu'on est mieux d'aller chez un concessionnaire. D'ailleurs, j'ai acheté ma voiture chez un concessionnaire. Puis j'ai encore ma garantie jusqu'en 2012. J'ai ma garantie est bonne jusqu'en novembre 2018. OK. Mais je veux pas vous estimer là-dessus, mais il y a des petits vendeurs d'usagers qu'on peut dire, des commerces plutôt de vente de véhicules usagés.
fiez-vous à la réputation, OK? Aujourd'hui, c'est tellement facile avec Internet ou autre. C'est facile aussi avec les évaluations Google ou autre. C'est facile de voir le sérieux de la personne, la propreté de l'endroit, la qualité des véhicules à l'intérieur qu'il y a. Je veux pas négliger personne, mais j'en connais qui sont un peu plus petits puis qui font un excellent job au niveau des véhicules puis qui laissent aucun là, client là, partir puis mettons qu'il arrive une mésaventure ou quoi que ce soit, qui sont pas là pour leur donner un service aussi après-vente intéressant. Ouais, ben c'est justement ce que je lui ai dit. À 5 000 $, tu aurais pu aller à la protection du consommateur parce que c'est à 5 000 et plus, là, quand tu achètes un véhicule en particulier, tu peux revenir. Ouais, mais je vais être franc avec vous, là, aller chercher un véhicule à Montréal aussi quand on habite à Québec, là, faire 3 heures de route, là, chaque fois qu'il y a quelque chose avec le véhicule. Excuse-moi, 6 heures de route pour l'aller-retour. C'est un peu tannant. Donc, il y en a plein de véhicules, surtout des Dodge Journey, là. Je vous dis tout de suite, il y en a une couple, là, du côté de la Rive-Nord aussi, là. Absolument. Parfait. Salut. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir. Toi, pareillement. Bye-bye. Alex qui nous écrit sur le live. Matt, tu peux-tu nous dire qu'est-ce que tu as entendu sur le futur pick-up Jeep Scrambler 2019? Oui. Et Alex dit... Fais-moi rêver. Mais là, pour l'instant, Jeep garde quand même quelques secrets au niveau du fameux Scrambler. On va ramener cependant le nom, donc le bon vieux classique de ce côté-là. Faut dire que c'est le fameux Jeep avec la boîte aussi, là, tu sais, la boîte de pick-up littéralement. Fait que tantôt, on va pouvoir rajouter le Jeep dans notre comparatif. Mais bon, je te dirais que c'est quand même assez secret. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que pour 2019, c'est vraiment la version pick-up qui va porter ce nom-là. Parce qu'il faut pas oublier que c'est en 1980 quelques qu'on avait parlé aussi des anciens CJ8, qui était, bon, une extension du CJ7. Bon, on sait que ça va être le nom. On sait qu'il va y avoir une motorisation 3 litres turbo diesel V6 en option. C'est carrément un Jeep Wrangler qui a été rallongé. Ben oui, qu'on a mis une boîte. Puis avant, il y avait, je me rappelle plus le nom exact, mais il y avait vraiment un kit qui se vendait pour rendre un peu le Jeep 4 portes avec une boîte comme ça. Je trouve ça un peu particulier. Oui. En tout cas, ceux-là qui ont fait ça vont trouver qu'ils ont mis de l'argent un peu dans le feu. Mais c'est vraiment des beaux modèles. Oui, mais là, présentement, Jeep là, va être sur une certaine sellette, là. On doit s'assurer que le véhicule va être livré décapotable. Ça, c'est toujours le cas. On doit s'assurer qu'il y a des capacités hors route incroyables. En passant, c'est pas avec une suspension indépendante habituellement qu'on est capable d'avoir des comportements hors route incroyables. On s'entend, il faut que ça reste une bonne vieille suspension de camion. Et on va devoir jouer aussi avec l'économie d'essence qui est, encore une fois, qui va être par des motorisations turbo. Donc, est-ce qu'on va être capable de conserver une excellente fiabilité? Est-ce qu'on va être capable d'avoir des bonnes transmissions qui vont faire des changements de vitesse très efficaces, qui donneront pas des coups et qui vont être capables d'avoir aussi un bon transfer case pour placer ça sur le lot et aller dans le bois? Beaucoup de défis. Malheureusement encore beaucoup de rumeurs et on le sait pas à 100%, mais je te dirais que préparez-vous la saison des salons de l'auto. D'après moi, Détroit, là, ça va pas mal être la grosse annonce qu'on va avoir du côté de Jeep. Jeep qui est la vache à lait, donc de Chrysler présentement. Il y a rien qui se vend mieux que ça. De leur côté. Puis c'est pas pour rien que les Chinois ont jeté un coup d'œil là-dessus, mais je suis pas sûr que Donald est très très content d'apprendre que les Chinois veulent se procurer ça. Moi, les Wrangler, je trippe vraiment sur leur modèle. C'est la maudite vite en avant. Pare-brise craqué automatique au bout de 5000 km. C'est 5000 kilos? J'exagère. Mais écoute, je pense que... Comment ça qu'ils ont jamais réussi à améliorer ça? Mais il y a pas juste ça. Il y a l'éclairage aussi qui est tellement pourri sur un Jeep de base. C'est pas pour rien que tu vois une panoplie de personnes à avoir une barre de lumière de plus changée pour des phares au LED ou autre. Ça l'éclaire tellement pas. Je capote à chaque fois j'embarque derrière le volant de ça pour qu'on ait lumière d'origine. En plus, avec le temps, là, les bulbes de lumière, ils noircissent un peu à l'intérieur. Donc, ça réduit la capacité d'éclairage. Il y a des petits défauts aussi. Bon, on le sait que ça rouille un petit peu plus vite que les autres véhicules. Mais encore là, c'est un véhicule, je remploie le terme que j'ai dit tantôt, c'est un véhicule de niche, d'aventuriers, de personnes qui trippent en route, de personnes qui veulent avoir un véhicule que la fin de semaine, ils vont baisser le toit, puis que quand c'est le temps vraiment d'arriver devant une panoplie de rochers ou encore quelques dunes de sable, ben qu'ils s'arrêteront pas là puis que ça va passer. Puis l'hiver, là, c'est bien adapté au Québec, c'est l'enfer. Il y a rien qui arrête ça. On retourne au téléphone sur la 1, allô Radio X. Hello. Êtes-vous toujours là? C'est à votre tour. Bye. Allô Radio X. Parti. Allô Radio X, c'est à vous? Salut! Salut, comment ça va? Ça va bien? Pas pire. Yes, cool. Toujours des émissions intéressantes. Merci. Hey, demandez, pour une berline, mettons, à acheter dans
3 ans, mettons, usagé, là, j'ai toujours trouvé on va pas dans la catégorie d'Undercar, des choses comme ça, là. La nouvelle Chrysler 200, là, les 2016-2017 sont vraiment belles. Sont belles, mais malheureusement, tu n'auras plus la chance d'en avoir une parce que c'est la dernière année de production du côté américain. Si je me trompe pas, il continue sur une année de plus, mais nous autres, de notre côté, il va être impossible de s'en procurer. Autre, ce qui reste dans les cours présentement. OK. Ben justement, c'est pour ça que je t'en parle, parce que, mettons, dans l'usager, justement, mettons qu'on achète une de 3 ans, là, dans 2 ans et demi, 3 ans, là, est-ce que c'est un véhicule qui est acheté usagé? Si tu fies ça, tu sais, on trouve mettons, par rapport à du Honda, la fiabilité long terme, c'est comme les caravanes, les bars joints, que ça vient là, dans le dire, puis des choses de même, parce que la voiture est vraiment superbe, je trouve que vraiment, là... Ouais, ça avait quand même de la gueule. J'avais bien aimé l'essai que j'avais fait. Moi, j'avais eu la chance d'essayer une V6 en traction intégrale de ce véhicule-là. Il est intégrale en plus? Oui, j'avais trouvé ça très, très appréciable. Cependant, ça s'est pas vendu. On n'a pas vu nécessairement de personnes qui se sont tirées là-dessus. Ça souffre un peu de la même problématique que la Mazda 6. Je veux pas les comparer nez à nez côté fiabilité, là, parce qu'il y a un monde qui les sépare. C'est sûr que du côté de Chrysler, on se doit de travailler un petit peu plus fort. Mais du côté de Mazda, la 6 est tellement boudée, mais c'est tellement un véhicule qui est intéressant à conduire. Puis on se fera pas d'idée, là. Les berlines, c'est en décroissance présentement. Toyota, quand ils ont lancé la nouvelle Camry, ils l'ont dit, on vend plus de véhicules sport utilitaires, on veut mettre l'effort là-dessus. On se devait d'arriver avec un véhicule qui punchait puis qui allait se démarquer. Donc, on est en mode survie pour l'ensemble des berlines aujourd'hui, là. Ah, OK, ouais, c'est ça. Parce que même moi, dans le moment, quand j'ai un petit sport utilitaire que j'aime bien, là, parce que justement, je remets les conduites un petit peu sportives, là, puis au niveau sport, je suis correct, mais j'ai un Juke dans le moment avec Emmanuel, là. Oui. Manuel 6 vitesses, c'est turbo. Moi, j'étais bien surpris parce que j'avais un Mazda 6 justement avant. Oui. Puis, avec le V6 3 litres. Puis j'ai resté surpris quand j'ai embarqué là-dedans. Oui. Pour l'économie d'essence là que ça a là, c'est un petit 1.6 turbo que j'ai là, mais ça a 189 forces pareil, là. C'est sûr. Ça le démène. Je sais pas si le Qashqai qui va le remplacer va être déçu un peu. Je sais pas si je rechange pour ça. Ouais. Puis mais faire attention aussi dans le 200, bon, c'était des problématiques de transmission, ça restait un classique, hein. Donc faut être quand même très prudent là avec ça, là. Ouais. Non, on ira pas là-dedans. Mais si tu cherches une berline qui reste intéressante côté look puis côté surtout conduite puis qui va être économique, check un peu la Mazda 6, là. C'est assez intriguant pourquoi ce véhicule-là est pas plus vendu que ça présentement, là. Ouais, c'est une belle berline à aller magasiner. Bon, je recheckerai ça parce que moi mon petit Joe, j'ai bien aimé la conduite, ça tire vraiment bien. Ben oui, Joe qui était un petit véhicule quand même assez sportif. Puis si tu veux rester un peu dans le même style, il y avait quand même le Toyota CHR aussi, un peu moins pep, mais en virage. Puis le style du Joe que je trouvais là qu'on venait le rechercher. Oui, effectivement, je l'ai vu sur le chemin puis j'ai vraiment trouvé beau. Ouais. Là, puis Toyota, c'est la fiabilité là. Puis, c'est ça. Puis bon, ok, c'est pas une bombe de puissance, mais Toyota aussi cette année nous annonce qu'ils vont se lancer dans une division un peu plus performante. Donc on s'attend à ce que ça retouche quelques véhicules de la gamme là, puis justement nous offrir des versions qui vont avoir un peu plus de pep et de cœur. Ok, bon, ben c'est parfait ça. Fait que merci beaucoup. Merci à toi. Ok, salut. Bye bye. C'est vrai que les Jokes, c'est un beau petit modèle de véhicule. Ben ça rejoint un peu Kia Soul, tu sais aussi qui a une forme quand même un peu particulière. Le Juke aussi embarqué là-dedans. Le Toyota CHR, jette un coup d'œil là-dessus, Yann. Probablement que t'en as pas trop entendu parler, mais ça a une forme aussi qui est totalement unique. Tu peux avoir un toit aussi de couleur 2 tons, les roues qui sont vraiment agressives. C'est pas des véhicules qui vont avoir beaucoup de punch au cœur, mais que quand tu vas être lancé, t'es capable d'avoir du fun énormément sur une piste. Toi qui traites sur la modification de véhicules, qu'est-ce qui fait que certains véhicules modifiés, pourquoi il y a des gars qui trippent sur, tu sais, le hood, là, il est comme pas de la même couleur que le reste du char. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? Moi, je trouve ça lettre. Il y en a qui trippent là-dessus, là, puis c'est bien correct. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? Ben là, t'as deux choix, OK? Soit que le véhicule est trop vieux puis que c'était la seule pièce de remplacement qui restait. Okay. Donc, du côté, justement, du recycleur de pièces. Et ou encore tout simplement la personne voulait personnaliser son véhicule encore une fois puis se démarquer d'un véhicule qui est parfois de masse puis qu'on voit à tous les coins de rue. Si tu fais une référence au Civic des années 2005 et ainsi de suite, il y a beaucoup de wrap aussi qui existe que les gens vont appliquer tout simplement. C'est une genre de pellicule qui va colorer la pièce que tu veux.
puis que ça se met comme un saran wrap là sur le véhicule, mais bon, ça colle un peu plus, puis ça va tout simplement changer la couleur. Simple personnalisation, parce que souvent, des fois, c'est les plus jeunes un peu là qui tripent justement à se démarquer, puis faire que, écoute, ils sont pas comme la masse, malgré qu'ils ont un Honda Civic qui se vend à plus de 100 000 unités. Là. OK, je te pose une autre question comme ça. Hier, j'arrive à la station-service, puis je vois un gars qui a changé la conduite de bord. Non, il n'a pas changé. Il l'a pas changé? Non, il a acheté probablement un véhicule JDM qu'on appelait dans le temps. Je sais pas si tu te rappelles, ça fait de ça, bon, ça fait pas 10 ans, mais on avait une certaine loi qui empêchait certains véhicules d'être importés tant aussi longtemps qu'il n'y avait pas, je pense, là, je me rappelle plus des années exactes malheureusement, là, mais il fallait qu'il y ait quand même beaucoup d'âge. Donc, tu as vu l'entrée de véhicules 1989, 90, 93, des RX-7, des Celica, des Supra et ainsi de suite. Tous avec le volant à droite. OK. Et en passant, c'est très le fun pour aller au McDo ou encore au service à l'auto ou ainsi de suite. Faut-il être de reculons? Faut-il être de reculons? Mais c'est légal en ce moment. Ben, pour les vieux véhicules, j'imagine? On avait la possibilité de les importer en mode masse, mais là, on s'est rapidement aperçu du côté de la SAC que c'était tous des jeunes qui s'achetaient des véhicules à 400, 500 forces, puis qu'on ramenait ça en importation, puis ça coûtait une bouchée de pain. Des Pulsar, des 240 SX, des Supra, des Celica 4x4 turbo, ça s'est fait en quelques rares éditions du côté canadien-américain, mais on en a réimporté. Puis bon, c'est comme toute bonne chose, dès que ça marche trop, on met un frein à ça, parce qu'on veut pas que les jeunes s'énervent avec les véhicules du côté du Québec. On a bien peur de ça. Ouais, dès qu'il y a du monde qui a du plaisir au Québec, on s'arrange. Ouais. Ben, tu le sais. Mais c'est pas plus dangereux. Je veux dire, t'es à l'autre côté. Ben non, c'est pas plus dangereux. Dans d'autres pays, ils conduisent de l'autre bord aussi. Oui, mais ils sont habitués de conduire d'un bord. Là, ils sont habitués de conduire d'un bord et là, on le change. Question d'habitude. Est-ce que c'est dangereux? Je ne crois pas. Cependant, il y a une certaine adaptation au niveau de la conduite que tu dois faire. Parce que ça reste que t'as quand même tes deux miroirs. T'as quand même ton miroir à l'arrière. Ouais. T'as parfois même les caméras de recul et ainsi de suite qui peuvent aussi s'installer sur ces véhicules-là. Il n'y a pas nécessairement de problématique de sécurité. Au niveau d'un impact, que tu sois d'un côté ou de l'autre, ça change pas grand-chose. Puis même, au contraire, c'était pour faire un face-à-face sur une route régulière. Oublie pas aujourd'hui que le conducteur est à gauche. Puis si jamais il y a quelqu'un qui se rapproche de toi, ben la première partie qui va frapper, ça va être à gauche. Le volant à droite. Ça, c'est des circonstances. On peut pas vraiment évaluer là qu'est-ce qui va arriver là-dessus. Mais j'avais pas pensé à ça. Les gars qui ont une conduite comme de l'autre côté, là, quand ils arrivent au service au volant, faut qu'il y ait de reculons. Exactement. Wow! ça, c'est très, très cool. Ou encore qu'il y ait une passagère. Donc, dans ce temps-là, c'est pas mal moins compliqué. Ouais. Nous autres, on le faisait au Ronald McDonald. Il y avait les McDo ouverts 24 heures sur 24. Je pense qu'il y en a encore c'est encore ouvert. Oui, les services à l'auto sont ouverts 24 heures sur 24. Des fois, on ferme la partie restaurant pour éviter la cohue à 3 heures du matin. On le faisait pour s'amuser et faire capoter à la caissière. Ouais. Ou encore les fameux plateaux qu'on mettait sous les roues arrière de véhicules. Les jeunes faisaient ça un moment donné. Tu te rappelles pas de ça? Non? Ah, tu entreras ça comme recherche là sur YouTube. Là. Les jeunes avaient une mode à un moment donné, c'était de mettre des plateaux de plastique de McDo en dessous des pneus arrière de leur véhicule, serrer le frein à main, de se promener avec ça dans le parking, puis c'était comme si c'était sans neige. Là. Ah, ouais. Ouais. Je t'ai jamais dit que c'était utile comme trip, là. Ma question, l'as-tu déjà fait? Parce qu'avec la tête de con que tu me fais là, c'est clair. Non, je l'ai pas fait, mais j'ai filmé des amis. Tes amis l'ont fait. Qui l'ont fait, effectivement. Ça, c'est drôle, hein. V'là 10 ans, on disait, hey, toi, t'as-tu déjà fumé du pot? Non, j'avais fumé de pot. Mes amis, oui, pas moi. Là, comme ça va être légal dans quelques mois, là, le monde, oui, ben, tu sais, oui, une fois de temps en temps. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, ça m'étonnerait que la glissade de plateau devienne légale. Anyway. Ouais, non. Mais non. Je te parlais des gens qui s'assumaient puis qui s'assumaient pas. Non, je vais être franc avec toi, j'ai jamais aimé scraper un de mes véhicules en faisant par exprès ou en faisant des conneries comme ça. Moi, je détestais ça. Je déteste une branche qui frotte sur mon camion parce que je suis sorti en route. Dernièrement, j'ai fait un tournage et malheureusement, comme gaffe, j'ai pogné une roche littéralement dans mon genre de pare orignal. C'est fait pour ça. Mais bon, la petite tôle a plié puis ça m'a fait un pincement au cœur. Moi, je suis vraiment pas le genre à... Mais t'arrives à la même affaire. J'emprunte la remorque à mon beau-père pour transporter du stock puis j'ai comme trop viré puis la remorque, le coin de la remorque arrière, t'as pogné mon panneau en arrière. Ça, non. Ouais. Fail. Moi, gros épais que je suis. Ouais. Je voulais tout faire rapidement, puis ça m'a donné ça comme punition. Dernier appel pour l'auto. On y va tout de suite. Allô, Radio X? Est-ce que ça fait un bout que c'est en onde, hein? Oui, monsieur. Parce que j'ai entendu bon moment. Vous avez parlé des véhicules conduits à droite. Oui, monsieur. Premier point. C'est le seul point à m'emporter là-dessus. Ce qui est dangereux pour ça, c'est un face-à-face, oui, il va rentrer
celui qui s'en vient va rentrer dans le côté gauche, il n'y aura pas personne. Mais celui qui a le véhicule côté conduite droite, si lui veut agacer, faire un dépassement, faut qu'il se tasse beaucoup plus. Ouais, c'est comme un effet, puis sa vision est obstruée par le véhicule qui le précède, effectivement. Ça, c'est le point, bon. C'est un bon point. L'autre petit point, tu m'as agacé les oreilles tantôt, t'as parlé du Chevrolet, 2 pick-up Chevrolet, Colorado ZR2. Oui, monsieur. ZR2, j'en ai un, c'est un 2000. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec celui-là d'aujourd'hui. C'est-tu encore le 4.3 qu'il y a dedans? Non, oubliez 3. ça. Non, c'est les motorisations à essence et diesel qu'on offre dans le régulier. Mais le ZR2, je vous le dis tout de suite, dans le temps, c'est une version un peu plus boostée qu'on avait surélevée, avec un pneu un peu plus agressif, un différentiel qui se barrait en arrière. Ouais, c'est ça. Moi, celui-là, là, c'est un 2000. Il l'a acheté full équipe. Mais votre 4.3, il doit être encore vivant là-dedans, là. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense que oui. Il y a 114 000 kilos. Mais ça buvait, ça, dans le temps. Si tu le rouvrais, dépasser 2000, du 900 2000 tours, oui. Si tu renais ça en bas de 2000 tours, ça roule comme un vieux nœud. Tu mets ça sur le cruise, là, du 900 tours, ça roule 108, 110. Tu roules la douette, merci, bonsoir. Moi, je voulais savoir quelles sont tes différences majeures entre le Colorado et le ZR2. Bon, le Colorado, c'est une camionnette standard un peu, si on veut, qu'on le prenne, peu importe dans quelle édition. Mais quand on va se diriger vers le ZR2, qu'est-ce qui va être la grosse différence? C'est au niveau de la suspension dynamique qu'on va avoir. C'est développé par Multimatic, donc c'est une compagnie qui a aidé à développer en Formule Indy, en Formule 1, si je me trompe pas aussi, et on a adapté une suspension pour le camion. Puis, oubliez pas, Multimatic était connu aussi dans Chevrolet avec le Camaro. Donc, on a de l'expérience en arrière de ça. Donc, ça va être une suspension hors route qui est conçue spécifiquement sur mesure pour ce camion-là. Puis quand on regarde aussi l'aspect donc du Colorado ZR2, c'est les angles d'attaque à l'avant. Tu sais, vous le savez, là, quand vous voyez un Colorado régulier, là, avez-vous vu la bavette de plastique là, qui est quasiment à 3 pouces du sol là pour faire... un peu plus incliné. Ben, il y a ça aussi, mais si vous regardez aussi au niveau des pièces là, qui sont en avant des pneus avant, là, ça doit être 3-4 pouces. Là. Il y a une bavette de plastique à la première affaire que vous allez arracher quand vous allez sortir en route, ça va être ça. C'est pour l'économie, c'est pour au niveau de la résistance du vent et ainsi de suite. Donc là, ce qu'on a fait, c'est des angles d'attaque vraiment impressionnants. On a coupé aussi ce pare-choc-là et on a mis de la protection en dessous du véhicule au grand complet. Puis, qu'est-ce qu'on a ajouté aussi qui est essentiel quand on est en mode hors route? Bon, c'est différents modes de gestion de terrain, oui, mais un différentiel qui se verrouille à l'avant et un autre qui se verrouille à l'arrière à partir de boutons. Puis je vous le dis, sur la route ou encore hors route, c'est très confortable. Vous là qui aimez votre ZR2 du temps, c'est le genre de véhicule qui irait probablement vous rechercher aujourd'hui. Là. Parce que moi, le mien, là, OK, 4 roues motrices, hein, ben oui. T'arrêtes un pick-up 2 roues, là, c'est la moitié d'un pick-up. Bon. Moi, bon. Ben, quand elle break sur le 4 lots, oui. Les 4 roues sont barrées. Ouais, mais lui, c'est la même chose. Le différentiel en arrière, il est barré. Oui. Mais lui, c'est la même chose. Vous avez un bouton que vous pouvez mettre sur le catelot, ça c'est un cas classique. Puis vous avez un verrouilleur de différentiel mécanique à l'arrière et à l'avant. Et ça, c'est extrêmement rare sur les camionnettes. Puis on a voulu ramener un peu l'esprit du ZR2 aussi dans le temps dans ce camion-là d'aujourd'hui. Mais malheureusement, on n'entend pas parler, on voit pas de publicité. Puis je trouve ça un peu dommage parce que Chevrolet, présentement, ont une niche qui est très intéressante avec un camion qui est abordable, qui est capable de faire un peu ce que le Raptor fait, mais à une fraction du prix présentement, puis avec 2 bons choix de moteur, soit le V6 là, de 3.6 qui a quand même 275 livres de couple, puis le turbo Duramax qu'on a mis à l'intérieur, c'est un 2.8, puis lui c'est 369 livres de couple. Fait que si vous aimez le côté bajin un peu plus, ben prenez le V6 à essence, puis si vous aimez faire du hors-route ou encore tirer des charges, ben prenez le diesel. Ben, moi, pas, me dire comme le gars, marcher à la petite pesante quand je vais faire mon épicerie. Ah, ben là, prenez le 3.6, avec 308 chevaux, vous allez en avoir en masse. Ouais, ben, d'accord, mon 4.3, elle l'aime encore énormément. Gardez-les, ça va être un beau classique. Il y a de l'amour pour son truck. Il est pas rouillé, là. Il a commencé à sortir la boîte, bon.